Donc, Mesdames, Messieurs les modérateurs, Mesdames, Messieurs, je vais vous parler d'encéphalopathie hépatique. Donc voici mes conflits d'intérêts concernant la pathologie. L'encéphalopathie hépatique, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des complications neurologiques, mais aussi neuropsychologiques, qui résultent d'une atteinte à la fois aiguë ou chronique du foie. Les troubles neurologiques vont de quelques troubles neurologiques très minimes jusqu'au coma. La classification habituelle de l'encéphalopathie hépatique, qui date maintenant de 1998 d'un congrès à Vienne, se fait à la fois sur l'étiologie, le type A qui est une encéphalopathie hépatique qui survient dans un contexte d'encéphalopathie d'insuffisance hépatique aiguë, le type B avec des shunts et le type C, une encéphalopathie hépatique qui arrive sur une cirrhose, qu'elle soit le fait d'une insuffisance hépatique qui s'installe de manière progressive ou qu'elle soit secondaire aux shunts liées à la cirrhose. Mais elle se fait également selon l'importance de l'encéphalopathie hépatique, et on connaît tous l'encéphalopathie hépatique patente, et les neurologues et les réanimateurs connaissent de longue date cette entité, mais de manière plus récente, on a mis en évidence une encéphalopathie plus faible, qui s'appelle l'encéphalopathie hépatique minime, qui sont des petits signes cliniques qui, en théorie, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus, arrivent chez des gens qui ont un examen clinique neurologique normal ou très peu altéré. En pratique, c'est quand même une pathologie fréquente. Si on considère qu'il y a à peu près 700 000 patients cirrhotiques en France, qu'il y en a 210 000 qui ont une cirrhose sévère, si on constate qu'il y en a 10 à 14% qui ont une encéphalopathie, au moment du diagnostic, on est quand même à 20 à 30 000 patients par an en France. C'est aussi une pathologie qui influe le pronostic vital, comme vous voyez sur ce tableau qui récapitule une étude récente. Vous voyez que parmi les différentes complications de la cirrhose, l'encéphalopathie hépatique influe de manière importante sur la mortalité. Il y a même quelques papiers qui montreraient qu'elle influe de manière indépendante des autres complications de la cirrhose. C'est aussi une pathologie qui influence la qualité de vie des malades, et comme vous le voyez là sur un petit exemple juste de deux études, l'une chez des patients encéphalopathes tout venant, ici en post-transplantation hépatique, on voit que par rapport à une population contrôle, les patients cirrhotiques ayant déjà présenté une encéphalopathie hépatique ou ceux qui n'en ont jamais présenté ont une qualité de vie inférieure, et donc c'est un facteur important d'altération de la qualité de vie chez les patients cirrhotiques. La physiopathologie présumée, vous le savez, c'est que la dégradation des protéines dans le tube digestif va aboutir à une hyperammoniémie dans le tube digestif. Normalement, cet ammoniac va être pris en charge au niveau du foie par le cycle de l'urée et va être transformé en urée et en glutamine, et qui va être éliminé par le rein. Ça, c'est ce qui se passe en situation normale. Chez un patient cirrhotique, vous avez tout d'abord une augmentation de la production d'ammoniac au niveau du tube digestif, une diminution de l'efficacité de votre cycle de l'urée au niveau du foie qui est malade. Et de plus, souvent, on y associe une petite note d'insuffisance rénale qui va en plus diminuer l'élimination d'ammoniac directement ou indirectement. À côté de ça, vous avez également les shunts qui sont présents dans la cirrhose, et tout ça va aboutir à une augmentation de votre quantité d'ammoniac dans la circulation sanguine. En absence de foie, les deux seuls organes capables de dégrader l'ammoniac en glutamine et qui ont la glutamine synthétase, c'est le muscle et le cerveau, et notamment les astrocytes. C'est pour ça que il y a probablement certains facteurs qui vont précipiter une évolution parfois vers l'encéphalopathie hépatique, et il y a quelques arguments qui montrent que la sarcopénie, et donc une diminution de cette voie métabolique, va encore engendrer plus d'hyperammoniémie et plus d'augmentation de glutamine au niveau du cerveau et engendrer de l'encéphalopathie hépatique. Mais finalement, tous les hépatologues, tous les réanimateurs prenant en charge ces malades, vous tous, vous savez que finalement,
l'ammoniémie tout seul n'est probablement pas un facteur suffisant pour créer de l'encéphalopathie hépatique. Et il y a un lien extrêmement étroit entre inflammation, infection, et l'hyperammoniémie. Aussi, il y a différents arguments à la fois expérimentaux et des arguments cliniques, et notamment une belle étude clinique faite par Debbie Shakros, publiée dans Metabolic Brain Disease, qui montre qu'expérimentalement, en donnant des régimes riches en protéines pour essayer d'induire une hyperammoniémie, quand on faisait ça chez des patients cirrhotiques, on était capable d'engendrer des signes neurologiques uniquement chez les patients qui avaient des critères de CIRS, qui étaient les malades qui avaient les taux de TNF-alpha et d'IL6 les plus importants dans le plasma. La même équipe a aussi montré que la sévérité de l'encéphalopathie hépatique était plutôt liée au dosage et aux quantités d'IL6 circulantes que finalement au dosage d'ammoniac. Aussi, au final, comme physiopathologie, il y a probablement un rôle important de l'hyperammoniémie qui interagit de manière importante avec l'inflammation, qui va aboutir à une altération de la barrière hémato-encéphalique, qui va conduire à un œdème cérébral, parce que la glutamine produite par la dégradation de l'ammoniac est un composé osmotiquement actif, puis finalement une atteinte aussi toxique par certains éléments qui ne sont plus épurés par le foie et qui vont pouvoir s'accumuler au niveau du cerveau. Et peut-être, on va en reparler, le rôle de certains médicaments aggravants. La présentation clinique de l'encéphalopathie hépatique est donc assez large, comme je vous ai déjà dit. C'est un tableau de ralentissement psychomoteur, du flapping, des troubles focaux sont tout à fait possibles. Il y a des adages anciens, des bouquins anciens qui disent qu'un encéphalopathe hépatique a toujours une polypnée. C'est à la fois vrai, mais probablement que chez les patients les plus sévères. Et finalement, on décrit parfois des crises convulsives. Un des pièges dans l'encéphalopathie hépatique, c'est de prendre des myoclonies pour des crises convulsives et finalement aboutir à un traitement par benzodiazépine ou d'autres médicaments qui vont encore aggraver cette encéphalopathie. Parfois, c'est des malades aussi qui sont raides, probablement, principalement dû à une atteinte frontale qui leur donne une opposition plutôt de type frontal qu'extrapyramidal. Aussi, souvent, le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, ça repose beaucoup sur les circonstances et le terrain. Et on peut avoir une encéphalopathie hépatique, finalement, avec un bilan hépatique normal. Donc, de quel examen complémentaire s'aider pour avancer dans le diagnostic d'encéphalopathie hépatique? Donc l'ammoniémie, donc là tout le monde se dit ah mais ça sert à rien, on ne la fait jamais parce que vraiment on n'en fait rien et c'est très variable. Oui, mais il faut prendre quelques précautions. Donc l'ammoniémie, c'est quelque chose qui finalement est très dépendant de la vitesse d'acheminement au laboratoire, des conditions de prélèvement et des conditions de stockage. On sait que les prélèvements artériels sont mieux que les prélèvements veineux, et on sait que ce qui est conservé sur la glace est amené rapidement au laboratoire et a une plus grande valeur que ceux qui restent un petit peu sur la paillasse. Et pour plein de raisons, et pour toutes ces raisons et probablement de problèmes d'analyse technique, on a toujours une corrélation clinique qui est discutée. Mais est-ce que l'ammoniémie, pour autant, est-elle inutile? Là, je vous montre juste le résultat d'une étude de suivi qu'on a fait dans l'unité de soins intensifs des pathologies à la Pitié-Salpêtrière, où on dose l'ammoniémie. Et regardez juste la distribution entre les patients qui viennent juste en hôpital de jour pour explorer une hépatopathie sans cirrhose, par rapport aux patients cirrhotiques sans encéphalopathie, et finalement aux patients cirrhotiques avec encéphalopathie. Et vous voyez quand même que les taux d'ammoniémie sont différents entre les deux groupes, même si je vous l'accorde, il existe un recoupement important. Là, une autre image d'une étude qu'on a fait chez des patients cirrhotiques, chez lesquels l'ammoniémie était supérieure à 100, qui était grave au niveau neurologique et auquel on a donné un médicament pour épurer l'ammoniac, qui est du phénylbutyrate de sodium. Vous voyez que quand on les traite, l'ammoniémie baisse beaucoup par rapport à ceux qu'on ne traite pas, et que finalement, l'amélioration neurologique est quand même pratiquement 2 fois plus importante à J1 chez les patients qui baissent leur ammoniémie. Alors probablement que ce n'est pas le seul marqueur pour le diagnostic d'encéphalopathie hépatique, mais plus on voit de patients encéphalopathes hépatiques, et plus on se dit que si on a une atteinte neurologique sévère qu'on pourrait attribuer à une encéphalopathie hépatique, si l'ammoniémie que vous dosez est normale,
méfiez-vous, c'est peut-être autre chose et vous êtes peut-être en train de passer à côté d'un diagnostic différentiel qui est peut-être de l'encéphalopathie médicamenteuse, peut-être un sepsis, peut-être autre chose. Au contraire, si vous avez un patient qui a une hyperammoniémie très élevée avec une atteinte hépatique pas très importante ou même absente, méfiez-vous des maladies et des erreurs innées du métabolisme qui sont des causes rares d'encéphalopathie hyperammoniémique et qui correspondent dans la définition à un tableau d'encéphalopathie hépatique. Est-ce qu'on peut s'aider d'autres choses ? L'électroencéphalogramme, alors en pratique on a souvent du mal à avoir l'électroencéphalogramme au bon moment en réanimation de jour comme de nuit. Si on pouvait l'avoir, on voit quand même des choses un petit peu caractéristiques. Vous avez ici sur un EEG la droite, la gauche, toutes les dérivations là et là, va-t-on dire, qui vont être 1 sur 2, vont représenter les dérivations antérieures, et là, ces dérivations-là, les dérivations postérieures. Et donc, vous voyez que vous avez des anomalies qu'on appelle des ondes triphasiques parce qu'il y a une positivité, une négativité, une positivité, qui sont à prédominance frontale, en antérieur, et qui a beaucoup moins de choses en postérieur, et que la fréquence est relativement faible. Cet aspect d'électroencéphalographie ne vous montre finalement n'est possible que dans deux choses. Une encéphalopathie métabolique, dont l'encéphalopathie hépatique, et une encéphalopathie médicamenteuse. Donc si vous trouvez ce tracé-là, ça vous restreint déjà largement vos hypothèses diagnostiques. Et si on le compare finalement, comme ici sur cette diapositive, le tracé d'encéphalopathie hépatique, les ondes triphasiques, un ralentissement et des anomalies plus importantes en antérieur, comme vous voyez ici, qu'en postérieur, c'est très différent d'un état de mal épileptique où vous avez une activité beaucoup plus rapide et où les anomalies se propagent sur l'ensemble des dérivations. On peut s'aider d'autres examens et on a de plus en plus tendance, notamment à la pitié, à faire de l'IRM cérébral qui, je sais, est difficile à faire chez le patient intubé ventilé, qui est possible. Et qu'est-ce qu'on peut observer dans l'encéphalopathie hépatique ? On peut y voir de l'œdème, mais ça plutôt dans les insuffisances hépatiques aiguës, et donc à ce moment-là, on fait rarement une IRM cérébrale. Et on voit des hypersignaux en T1, comme vous pouvez voir ici, où on voit, par rapport au gris ambiant ici, vous voyez des hypersignaux spontanés, anormaux, dans les noyaux gris centraux. Ces hypersignaux spontanés sont attribués au manganèse qui est en concentration anormalement importante d'une absence d'épuration à cause de la fonction défaillante du foie. Cependant, la présence de ces signes et de ces hypersignaux dans les noyaux gris centraux montre plutôt l'existence de shunt. Il faut à peu près 2 semaines à 3 semaines d'insuffisance hépatique pour avoir ces signes-là à l'IRM. Et donc c'est plutôt le signe d'un shunt plutôt que le signe vraiment d'une encéphalopathie hépatique. Si on veut faire le diagnostic d'une encéphalopathie hépatique, probablement une séquence supplémentaire qui s'appelle la spectroscopie par résonance magnétique est plus intéressante. Voici un profil normal. Vous avez le pic de la créatine qui représente une référence. Vous avez le pic du NAA, N-acétylaspartate, qui représente finalement la quantité de neurones dans votre petit volume, et c'est le radiologue qui définit où il met son petit volume, et c'est des zones prédéterminées. Vous avez ici le pic de choline, qui représente le pic de gras, donc de cellules gliales, et vous avez ici un empattement qui est la glutamine, qui est justement la substance qui est produite par la dégradation de l'ammoniac. Du coup, en cas d'insuffisance hépatique et d'encéphalopathie hépatique surajoutée, on va avoir une augmentation de ce pic au niveau de la glutamine et une diminution compensatrice en raison du rôle osmotiquement actif de la glutamine de certains osmoles et de notamment le myoinositol qui est un pic à cet endroit-là. Aussi, on peut, devant un tableau neurologique qui pourrait être de l'encéphalopathie hépatique, faire cette séquence-là et voir si le profil montre un profil d'encéphalopathie hépatique ou non. Et du coup, là encore, si on fait cet examen-là et on pense à une encéphalopathie hépatique et l'examen est normal, méfiance, peut-être qu'on a une autre cause d'encéphalopathie.
D'autres examens d'imagerie sont en train de se développer, les images en tenseur de diffusion, des images du flux sanguin. Et là, tout simplement, vous avez un codage, pour vous donner un exemple, en tenseur de diffusion, où on mesure en fait l'importance des fibres nerveuses. Et donc, plus c'est rouge, plus vous voyez que les faisceaux de fibres sont importants. Plus c'est bleu, moins il y a de faisceaux de fibres. Et vous voyez qu'on voit bien, chez ce sujet contrôle, beaucoup de fibres qui passent par le corps calleux à cet endroit-là, qui passe de la région occipito-pariétale jusqu'en frontale. Et finalement, ça permet de quantifier, de visualiser les faisceaux de fibres. Ça, c'est ce qu'on appelle une tractographie, et c'est tout simplement un exemple sur une étude où on est en train d'essayer de voir l'influence de dispositifs comme le TIPS sur la richesse en fibres nerveuses au niveau cérébral grâce à ces nouvelles techniques d'imagerie. Comment prendre en charge finalement une encéphalopathie hépatique ? Vous savez tous qu'il y a la prise en charge symptomatique. Il faut traiter l'hémorragie, il faut traiter le sepsis, enlever certains médicaments qui pourraient aggraver les choses, traiter la constipation. Puis finalement, il y a un traitement spécifique sur lequel on va revenir. Encéphalopathie hépatique médicamenteuse, encéphalopathie hépatique versus encéphalopathie médicamenteuse, c'est quelque chose qui est compliqué et qui est probablement vraiment en interrelation assez importante. De manière assez récente, dans Liver International, une équipe de Bruxelles a montré que le patient cirrhotique présentait des taux plasmatiques élevés de bêta-lactamine, entre autres dû à une augmentation du volume de distribution et une diminution de la clairance. Et il note que finalement, parmi les patients qui avaient une aggravation neurologique, qui représentait 60% de ces malades-là, avaient des taux plasmatiques de bêta-lactamine. Aussi, on avait de manière récente, il y a environ un an et demi, gardé tous les liquides céphalorachidiens chez des patients qui avaient une encéphalopathie hépatique et qui avaient bénéficié d'une ponction lombaire pour éliminer une infection du système nerveux central. On avait retrouvé en métabolomique donc une manière de voir un peu le spectre des substances sans aucun a priori, toute une série de molécules particulières, ce qui n'est pas l'objet du topo. Mais on avait surtout mis en évidence, donc une fois que vous faites cette technique-là, vous obtenez des spectres de ce type-là, et vous arrivez à identifier finalement, comme dans les experts ou en médecine légale, des pics spécifiques et qui vous permettent de dire il existe une substance particulière dans votre liquide céphalorachidien. Et ce qui nous a surpris, c'est que finalement, on retrouvait toute une série de médicaments donnés à des doses tout à fait standards pour traiter des infections, mais pas des infections du système nerveux central. Et on retrouvait de la piptase chez 21% des patients dans le LCR. On retrouvait du Ciflox chez 36% des malades. On retrouvait du fluconazole chez 28% des malades dans le liquide céphalorachidien. Comment peut-on expliquer ça ? Vous avez ici un schéma d'une barrière hémato-encéphalique, une cellule endothéliale. Vous savez que grâce aux jonctions serrées, le cerveau est protégé de manière quasi imperméable du sang, mais il existe des transporteurs pour les médicaments et les substances. Si on donne par exemple des bêta-lactamines dans le sang, en situation normale, vous avez un peu de bêta-lactamine qui rentre dans le cytoplasme, un petit peu qui rentre dans le cerveau et un petit peu qui est efflué directement par des pompes d'efflux qui sont les mêmes que ceux qui existent sur les cellules cancéreuses ou dans les bactéries et qui va sortir un petit peu de votre médicament. Vous donnez un autre médicament en plus comme de la morphine, elle va prendre la place sur les pompes d'efflux et vous allez finalement donner des bêta-lactamines et avec une même quantité finalement dans le sang, vous allez obtenir une concentration intracérébrale importante parce que vous avez créé un agonisme partiel. De manière encore plus intéressante, on sait maintenant que finalement, en réponse à des taux de bilirubine élevés, il semble que l'expression de ces pompes d'efflux soit en plus diminuée. Aussi, la cirrhose est probablement un élément qui peut encore favoriser cet agonisme partiel parce qu'il y a moins de pompes d'efflux chez les malades. Pour en finir avec le traitement de l'encéphalopathie hépatique, vous connaissez le lactulose, vous savez que c'est un traitement qu'on donne tous habituellement, son efficacité a été montrée pour la première fois dans un essai randomisé sur peu de malades en 1969 dans le New England.
Ici, vous avez une étude, une méta-analyse publiée dans le BMJ en 2004 qui reste assez juste et qui vous montre que même si la méthodologie de toutes les études ne sont pas parfaites, l'un dans l'autre, on a quand même un effet important et positif du lactulose sur la récidive d'une encéphalopathie hépatique. De manière similaire, vous connaissez sans doute cet essai-là, sur l'essai randomisé qui teste la rifaximine, donc un antibiotique non absorbable, pour voir la capacité à réduire les récurrences d'encéphalopathie hépatique. Et vous voyez là encore que par rapport au placebo, les gens qui prennent de la rifaximine vont refaire moins d'épisodes d'encéphalopathie hépatique et vont prendre plus de temps à être réhospitalisés pour encéphalopathie hépatique. De manière relativement récente, a été publié un essai testant le glycérol phénylbutyrate, donc il y a un médicament épurateur de l'ammoniac qui baisse l'ammoniac dans le sang des malades. Et dans cet essai randomisé, on a pu montrer que finalement, on réduisait le nombre d'encéphalopathies hépatiques chez quelqu'un qui avait déjà fait des encéphalopathies en prévention secondaire, comme le lactulose et la rifaximine. Pour l'instant, ce n'est pas encore disponible en France, mais il y a d'autres médicaments épurateurs de l'ammoniac qui sont commercialisés. Finalement, il y a aussi la prise en charge aiguë. Vous avez une encéphalopathie hépatique aiguë en réanimation et là-dessus, sur ce thème-là, on a beaucoup moins de données, beaucoup moins de choses dans la littérature. Et vous connaissez sans doute ces études sur le fumazénil et notamment cette étude randomisée sur quand même 265 malades contre 262 patients dans le groupe placebo et où on montrait que finalement, chez des patients en grade 3, donc des patients extrêmement confus avec des gros troubles de la conscience, mais pas encore dans le coma, mais aussi chez des patients dans le coma, on avait par rapport au placebo, on avait une augmentation et une amélioration des signes neurologiques, et ça principalement dans les premières minutes et sur une durée à peu près d'1h30, 2 heures après l'administration du traitement. Le problème, comme vous le savez, c'est qu'il y a des patients répondeurs et des patients non répondeurs. Dans la même thématique de traiter l'encéphalopathie hépatique de manière aiguë, vous avez cette étude-là qui est une étude randomisée intéressante et qui regardait la capacité du polyéthylène glycol par rapport au lactulose d'amender les signes d'encéphalopathie hépatique. Et de manière intéressante, vous voyez que par rapport au lactulose qui est ici, le polyéthylène glycol est capable d'amender les signes neurologiques de l'encéphalopathie hépatique grave de manière beaucoup plus rapide que le lactulose. Aussi, en pratique, quand même, on a maintenant, à l'heure actuelle, beaucoup de traitements pour l'encéphalopathie hépatique qui vont être en mesure de traiter les différents points de la physiopathologie qu'on a vu tout à l'heure. En conclusion, l'encéphalopathie hépatique est une entité nosologique complexe avec un rôle important de l'ammoniémie, de l'inflammation et peut-être des médicaments. Son existence impacte la mortalité et la qualité de vie. Son diagnostic est difficile, mais probablement avec des nouvelles techniques, dont notamment l'imagerie, on devrait réussir à s'en sortir mieux. Et il existe des traitements efficaces dans cette pathologie. Je vous remercie.